Ces mots que j'ai entendus dans cette chambre d'hôpital ont glacé mon sang. Je ne savais pas encore que la vérité peut être plus cruelle qu'un mensonge, que l'amour maternel peut devenir un fardeau, que parfois, ceux que nous mettons au monde peuvent nous trahir avec un sourire. Ce soir-là, j'ai compris qu'un voyage à Nice pouvait cacher bien plus qu'une simple escapade romantique. Je m'appelle Ilenia d'Aubefort, j'ai 61 ans. Et voici l'histoire que j'ai portée seule, trop longtemps, comme un poids sur la poitrine. Tout a commencé un mardi matin de septembre 2024, dans notre appartement du 16e arrondissement. Le soleil entrait par les hautes fenêtres du salon, éclairant les moulures anciennes que mon défunt mari aimait tant. J'étais en train de préparer du thé lorsque mon fils Sylvestre est arrivé avec Odélia, sa femme. Sylvestre a 36 ans, mon unique enfant. Celui pour qui j'aurais donné ma vie sans hésiter. Grand, les cheveux châtains toujours bien coiffés, costume 3 pièces, même le week-end. Il travaille dans la finance, comme son père avant lui. Depuis qu'il a épousé Odélia il y a 4 ans, j'ai l'impression de le voir de moins en moins. Mais ce matin-là, il était là, souriant, avec cette lueur dans les yeux que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. « Maman, nous avons une faveur à te demander », a-t-il dit en s'asseyant sur le canapé Chesterfield. Odélia s'est installée à côté de lui. Elle avait 29 ans à l'époque. Blonde, mince, toujours élégante dans ses tailleurs Chanel. Issue d'une famille bourgeoise de Neuilly, elle avait perdu ses parents dans un terrible accident de voiture sur l'autoroute A6, 7 ans plus tôt, en 2017. Elle n'avait que 22 ans. Depuis, elle vivait avec sa grand-mère maternelle, Madame Beaumont, dans un hôtel particulier près du Trocadéro. Une femme de 83 ans, discrète, distinguée, que j'avais rencontrée 2 ou 3 fois lors de dîners formels. C'est à propos de grand-mère, a commencé Odélia, les yeux soudain humides. Elle a fait un accident vasculaire cérébral il y a 5 semaines. Un dérame. Elle est à l'hôpital américain de Neuilly, dans le service de neurologie. Elle est dans le coma. J'ai posé ma tasse. Mon cœur s'est serré. Je connaissais cette douleur d'avoir quelqu'un qu'on aime prisonnier d'un corps immobile. Je suis désolée, ma chérie, ai-je murmuré. Sylvestre a pris la main d'Odélia et a poursuivi. Nous avons réservé un voyage à Nice. 5 jours. Nous en avons vraiment besoin, maman. Odélia est épuisée. Elle passe toutes ses journées à l'hôpital, à parler à grand-mère, même si les médecins disent qu'elle ne peut plus nous entendre. Nous partons vendredi matin, a ajouté Odélia en essuyant une larme qui coulait sur sa joue. Mais je ne peux pas la laisser seule. L'infirmière de nuit est gentille, mais j'ai besoin de savoir que quelqu'un de confiance est là. Quelqu'un qui puisse lui parler, lui tenir la main, veiller sur elle. Elle m'a regardée avec ses yeux de chien battu qui ont toujours su toucher mon cœur. Accepteriez-vous de rester avec elle pendant notre absence, Ilenia? Juste 5 jours. Vous pourriez dormir dans la chambre privée à côté de la sienne. L'hôpital a tout prévu. Comment refuser? Sylvestre me regardait avec cette expression que je connaissais depuis l'enfance. Celle qui disait « Maman, j'ai besoin de toi ». Et puis, au fond, je me sentais seule depuis la mort de mon mari, 3 ans plus tôt. Occuper mes journées à veiller sur une vieille dame dans le coma, c'était peut-être une façon de me rendre utile. « Bien sûr, ma chérie », ai-je répondu en prenant la main d'Odélia. « Je serai là. Ne t'inquiète de rien. » Le soulagement sur leur visage était si intense que j'ai senti une chaleur dans la poitrine. J'étais une bonne mère, une bonne belle-mère. Je faisais ce qu'il fallait. Le vendredi matin, Sylvestre et Odélia sont passés me chercher en Uber. Nous avons traversé Paris sous un ciel gris. Odélia parlait sans cesse, nerveuse, me donnant des instructions précises. Grand-mère a une perfusion pour l'hydratation. Les infirmières changent la poche toutes les 12 heures. Elle a aussi des médicaments pour la tension et pour éviter les caillots. Ne touchez à rien, bien sûr, mais parlez-lui. Lisez-lui les journaux. Tenez sa main. Les médecins disent que même dans le coma, certains patients entendent tout. Je m'occuperai d'elle comme si c'était ma propre mère, ai-je promis. L'hôpital américain de Neuilly est un établissement privé, luxueux, avec des couloirs qui sentent le propre et des plantes vertes partout. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Chambre 317. Une chambre spacieuse, lumineuse, avec vue sur un petit jardin intérieur. Dans le lit médicalisé, Madame Beaumont dormait. Ou plutôt, semblait dormir. Elle avait les cheveux blancs tirés en arrière, le visage émacié, mais encore noble. Ses mains reposaient sur le drap blanc, fines comme des branches d'hiver. Des tuyaux partirent de son bras, reliés à des machines qui bipaient doucement. Odélia s'est approchée, a embrassé son front avec une tendresse qui m'a touchée. « Grand-mère, c'est moi.
Je pars quelques jours, mais Ilenia va rester avec toi. Elle est gentille, tu verras. Je reviens mercredi. Je t'aime. » Puis elle s'est tournée vers moi, les yeux rouges. « Merci, Ilenia. Vous ne savez pas ce que cela représente pour moi. » Sylvestre m'a embrassé sur les 2 joues. « Merci, maman. On t'appelle ce soir. » Ils sont partis ensemble, main dans la main, leurs valises roulant derrière eux. J'ai entendu leurs pas s'éloigner dans le couloir, puis le bruit de l'ascenseur. J'étais seule avec Madame Beaumont. Je me suis assise sur la chaise en velours près du lit. J'ai pris sa main. Elle était froide, inerte. J'ai commencé à lui parler doucement, comme on parle à un enfant endormi. « Bonjour, Madame Beaumont. Je suis Ilenia, la mère de Sylvestre. Nous nous sommes croisés quelquefois. Vous vous souvenez peut-être. Je vais rester avec vous pendant quelques jours. Vous n'êtes pas seul. Rien. Aucun mouvement, aucun signe. Juste le bip régulier du moniteur cardiaque et le souffle discret de la perfusion. » Les heures ont passé lentement. J'ai lu Le Figaro à voix haute. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai bu du thé que l'infirmière m'avait apporté. À 19h, une aide-soignante est venue vérifier la perfusion et ajuster les oreillers. Elle m'a souri gentiment. « Vous êtes de la famille ? La belle-mère de sa petite-fille. C'est bien que vous soyez là. Les patients sentent la présence. » Puis elle est repartie, refermant la porte derrière elle. La nuit est tombée. Les lumières du jardin intérieur se sont allumées, projetant des ombres douces sur les murs. J'ai regardé Madame Beaumont, immobile, prisonnière de son propre corps, et soudain, j'ai ressenti une tristesse immense. Cette femme avait été belle, sans doute. Elle avait vécu, aimé, élevé une fille, perdu cette fille dans un accident tragique, et maintenant, elle finissait ses jours dans un lit d'hôpital, loin de tout. Vers 22h, je suis allée dans la petite chambre attenante, celle qu'on m'avait préparée. Un lit simple, une armoire, une salle de bain. J'ai enfilé ma chemise de nuit, je me suis glissée sous les draps. Mais je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose me dérangeait. Une impression étrange, diffuse, que je n'arrivais pas à nommer. Je me suis levée vers minuit. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis retournée dans la chambre de Madame Beaumont. La veilleuse diffusait une lumière bleutée. J'ai approché du lit, j'ai regardé son visage. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ses paupières bougeaient, légèrement, comme si, sous la surface, ses yeux suivaient quelque chose. Un rêve, peut-être, ou autre chose. Je me suis rassise, j'ai pris sa main, et j'ai murmuré, sans vraiment savoir pourquoi, « Si vous m'entendez, Madame Beaumont, serrez ma main. » Rien. J'ai attendu. 1 minute, 2, 3. Et puis, si faiblement que j'ai cru l'imaginer, j'ai senti une pression, infime, à peine perceptible, mais réelle. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Madame Beaumont, les paupières ont frémi encore. Et cette fois, j'en étais certaine. Ce n'était pas mon imagination. J'ai regardé autour de moi. Personne. Le couloir était vide, silencieux. Les infirmières faisaient leur ronde dans un autre service. J'étais seule avec elles. J'ai approché mon visage du sien et j'ai chuchoté « Vous m'entendez, n'est-ce pas ?» Un silence, long, pesant. Et puis, dans un souffle à peine audible, elle a murmuré « Oui, parfois on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. » Ce mot, « oui », est resté suspendu dans l'air comme une prière interdite. J'ai reculé d'un pas, la main tremblante, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il explose. Madame Beaumont venait de parler. Elle venait de me répondre. Cette femme, qu'Odélia et les médecins disaient plongée dans un coma profond depuis 5 semaines, venait de prononcer un mot. « Madame Beaumont », ai-je chuchoté, la voix brisée par l'émotion. « Vous êtes consciente ?» Ses paupières ont frémi encore. Elle a pris une inspiration lente, difficile, comme si chaque souffle lui coûtait un effort surhumain. Puis, dans un murmure à peine audible, elle a dit « Pas ici, trop risqué ». J'ai jeté un regard vers la porte. Le couloir était toujours silencieux. Les machines continuaient leur balai mécanique. Bip, 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 comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. « Que voulez-vous dire ?» ai-je demandé, me penchant plus près encore. Elle a fermé les yeux, comme épuisée par cet échange minuscule. J'ai attendu. 1 minute, 2, 5, rien. Elle était retournée dans ce silence qui ressemblait à la mort. J'ai passé le reste de la nuit assise sur cette chaise en velours, incapable de fermer l'œil. Mon esprit tournait en boucle. Pourquoi faisait-elle semblant d'être dans le coma? Pourquoi me dire que c'était trop risqué de parler ici? Risqué pour qui? Pour elle? Pour moi? À 6 heures du matin,
L'infirmière de jour est entrée, souriante, avec son chariot de médicaments. Une jeune femme brune, professionnelle, qui a vérifié les constantes de Madame Beaumont sans remarquer mon trouble. « Vous avez passé une bonne nuit ?» m'a-t-elle demandé en notant quelque chose sur une tablette électronique. « Oui, merci », ai-je menti. « Elle est stable, c'est déjà ça. » Après 5 semaines, certains patients commencent à montrer des signes d'amélioration. D'autres, elle n'a pas terminé sa phrase, mais le message était clair. Quand elle est repartie, je me suis approché du lit. J'ai pris la main de Madame Beaumont et j'ai murmuré « Je sais que vous m'entendez. Quand vous serez prête à me parler, je serai là. » Aucune réponse. Mais j'avais vu ses doigts frémir imperceptiblement. Les heures qui ont suivi ont été étranges, irréelles. Je suis resté dans cette chambre, lisant le journal, regardant par la fenêtre, attendant un signe. Vers midi, j'ai reçu un appel de Sylvestre. « Maman, comment ça se passe ?» Sa voix était détendue, joyeuse même. J'imaginais la promenade des Anglais, le soleil, les terrasses de café. « Tout va bien, mon chéri. » Madame Beaumont est stable. Les infirmières sont très attentives. Odélia est soulagée. Elle te remercie encore. On profite bien, le temps est magnifique. C'est bien, mon chéri. Profitez-en. Quand j'ai raccroché, je me suis senti mal à l'aise, comme si je venais de mentir. Mais que pouvais-je dire? Ton épouse ment? La grand-mère n'est pas dans le coma? Sans preuve, sans comprendre ce qui se passait vraiment, c'était impossible. J'ai décidé d'attendre, d'observer, de comprendre. L'après-midi s'est écoulé lentement. Vers 16 heures, une aide-soignante est venue donner un bain de lit à Madame Beaumont. Je suis sorti dans le couloir, j'ai marché jusqu'à la petite cafétéria du rez-de-chaussée, j'ai bu un café serré, regardant les gens aller et venir, des familles inquiètes, des patients en robe de chambre, des médecins pressés. Je pensais à Odélia, cette jeune femme que j'avais accueillie dans notre famille avec tant de chaleur. Je me souvenais du jour où Sylvestre me l'avait présentée, il y a 5 ans, en 2019, un déjeuner dans un restaurant du Marais. Elle était charmante, cultivée, douce, orpheline depuis 2 ans à ce moment-là, vivant avec sa grand-mère. Sylvestre était fou amoureux. Il la regardait comme mon défunt mari me regardait autrefois. « Elle a traversé tellement d'épreuves, maman », m'avait-il dit ce jour-là. « Je veux la rendre heureuse. » Et je l'avais cru. J'avais vu dans Odélia une jeune femme blessée par la vie, cherchant un refuge, une famille. J'avais été heureuse pour eux quand ils s'étaient mariés en juin 2020 dans la chapelle de Neuilly. Une cérémonie intime, élégante. Madame Beaumont était là, dans un tailleur gris-perle, le regard fier posé sur sa petite fille unique. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait, quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer. Quand je suis revenue dans la chambre, vers 17 heures, Madame Beaumont était seule. L'aide-soignante était repartie. Les draps étaient neufs frais, le visage de la vieille dame propre et peigné. J'ai refermé la porte derrière moi et j'ai tiré le rideau qui séparait le lit de l'entrée. Puis je me suis assise et j'ai attendu. Le temps passait. Dehors, la lumière déclinait. Le jardin intérieur s'est teinté d'or, puis de mauve. Les ombres se sont allongées sur les murs. J'ai allumé la veilleuse. Et j'ai attendu encore. Vers 20 heures, alors que je commençais à croire que j'avais tout imaginé, Madame Beaumont a ouvert les yeux. Pas lentement, pas progressivement, d'un coup, comme quelqu'un qui sort d'un cauchemar. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient clairs, lucides, terrifiants de conscience. Ils sont partis, a-t-elle murmuré, la voix rauque mais distincte. Oui, ai-je soufflé, le cœur cognant dans ma poitrine. Sylvestre et Odélia sont à Nice. Combien de temps? 5 jours. Ils reviennent, mercredi. Elle a fermé les yeux, comme soulagée. Puis elle a murmuré « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » De temps pourquoi? Ai-je demandé, la gorge serrée. Elle a tourné la tête vers moi. Et ce que j'ai lu dans son regard m'a glacé le sang. De la peur. Une peur immense, viscérale. « Ils essaient de me tuer », a-t-elle dit. Le monde s'est arrêté. J'ai entendu ces mots, mais mon cerveau refusait de les comprendre, de les accepter. C'était impossible, absurde. Sylvestre était mon fils. Odélia était une jeune femme douce, aimante. Comment pouvait-il... Je ne comprends pas, ai-je balbutié. Madame Beaumont a pris une inspiration douloureuse. Elle parlait lentement, chaque mot semblant lui coûter un effort. Il y a 6 semaines, début août, j'ai commencé à me sentir bizarre, confuse. J'oubliais des choses, des noms, des dates. Je me perdais dans ma propre maison. Je croyais que c'était l'âge, la maladie d'Alzheimer. Odélia était si attentionnée. Elle m'apportait mes médicaments chaque matin, chaque soir.
Elle disait que c'était pour ma tension, pour mon cœur. Elle s'est tue un instant, les yeux fermés, rassemblant ses forces. Mais un soir, j'ai trouvé des boîtes vides dans la poubelle de la cuisine, des somnifères, des anxiolytiques, des doses que je n'avais jamais prescrites. J'ai compris. Il me droguait. J'ai porté la main à ma bouche, horrifiée. Pourquoi? Ai-je murmuré. Mon patrimoine, l'hôtel particulier, les placements, tout ce que ma famille a construit pendant 3 générations. Odélia est ma seule héritière, mais elle voulait tout. Maintenant, pas attendre ma mort naturelle. Me rendre sénile, incapable, pour devenir ma tutrice légale, avec l'aide de votre fils. Les mots sont tombés comme des pierres. Non, ai-je soufflé. Non, Sylvestre ne ferait jamais. Il a signé les papiers, a-t-elle coupé, la voix dure. J'ai trouvé les documents dans le bureau d'Odélia. Une demande de mise sous tutelle, déjà préparée, déjà datée. Ils attendaient juste que je devienne assez confuse pour convaincre un médecin. Je me suis levée, chancelante, me tenant au bord du lit. Mon fils, mon Sylvestre, celui que j'avais porté, nourri, élevé, celui qui récitait des poèmes à 4 ans et embrassait mes mains quand il avait du chagrin. Il y a 5 semaines, a continué Madame Beaumont, épuisée, ils ont augmenté les doses, beaucoup trop. Une nuit, je me suis effondrée dans ma chambre. Odélia a appelé le SAMU. Les médecins ont diagnostiqué un accident vasculaire cérébral. Mais ce n'était pas ça. C'était une overdose. Pourquoi ne pas leur dire? Aux médecins, aux infirmières, elle m'a regardée avec une tristesse infinie. Parce qu'ils ne me croiraient pas. Une vieille femme de 83 ans, confuse, droguée pendant des semaines. Ils penseraient que je délire. Et Odélia est là tous les jours, jouant la petite fille dévouée. Qui croiriez-vous, Ilenia? Une vieille mourante ou une jeune femme en larmes? Elle avait raison. Et je le savais. Alors j'ai décidé de faire semblant, a-t-elle murmuré, de rester silencieuse, d'attendre, de réfléchir. Mais il me fallait quelqu'un en qui avoir confiance, quelqu'un qui ne soit pas complice. Et quand Odélia a dit que vous viendriez, j'ai su que c'était ma chance. Pourquoi moi? Parce que vous êtes sa mère. Si quelqu'un peut le faire revenir à la raison, c'est vous. Nous avons parlé longtemps cette nuit-là, à voix basse, dans la pénombre bleutée de cette chambre d'hôpital. Elle m'a raconté tout. Les mois de manipulation, les doses augmentées progressivement, les conversations qu'elle entendait, tard le soir, dans le salon de l'hôtel particulier, Odélia et Sylvestre discutant de procuration, de notaire, de ventes immobilières. Ils pensaient que je dormais, a-t-elle dit, la voix brisée, mais je les entendais, chaque mot, chaque plan. Vers minuit, elle était épuisée. Elle a refermé les yeux et m'a dit « Si quelqu'un entre, je redeviens immobile. Ne dites rien. Pas encore. Nous devons être prudentes. » Je suis retournée dans ma petite chambre. Je me suis allongée sur le lit, tout habillée, les yeux grands ouverts dans le noir. Mon fils, mon Sylvestre, comment en étions-nous arrivés là? Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Impossible. Les mots de Madame Beaumont tournaient dans ma tête comme un disque rayé. Ils essaient de me tuer. Votre fils a signé les papiers. Mon Sylvestre, mon petit garçon. Je me souvenais de lui à 5 ans, assis sur mes genoux dans notre ancien appartement du Marais, avant que nous déménagions dans le 16e. Il avait renversé son verre de lait sur le tapis et pleurait, terrorisé par ma réaction. Je l'avais serré contre moi en lui disant « Ce n'est qu'un tapis, mon amour. Toi, tu es irremplaçable. » Comment cet enfant était-il devenu un homme capable de droguer une vieille dame pour voler son héritage? À 6 heures du matin, je me suis levée, j'ai pris une douche froide pour chasser la fatigue et les pensées noires, puis je suis retournée dans la chambre de Madame Beaumont. Elle dormait ou faisait semblant. L'infirmière de jour est arrivée peu après, à vérifier la perfusion, à noter les constantes. « Tout va bien ?» m'a-t-elle demandé avec ce sourire professionnel qu'ont tous les soignants. « Oui, merci. » Mensonge. Rien n'allait bien. Mais comment expliquer l'inexplicable? Vers 9 heures, mon téléphone a vibré. Un message de Sylvestre. « Bonjour maman. On a bien dormi. Aujourd'hui visite de la vieille ville et déjeuner sur le port. Bisous. » J'ai regardé ce message longtemps. Les mots étaient innocents, banals. Mais maintenant, tout prenait un autre sens. Ils profitaient de Nice pendant que leur victime gisait dans un lit d'hôpital, droguée, silencieuse, prisonnière de son propre corps. J'ai répondu « Profitez bien, mon chéri. Tout va bien ici. » Chaque mot me brûlait la gorge. Dans l'après-midi, alors que l'infirmière était partie déjeuner, Madame Beaumont a rouvert les yeux.
Cette fois, elle semblait plus forte, plus déterminée. « Ilenia, a-t-elle murmuré, il faut que je vous raconte tout depuis le début, pour que vous compreniez. » Je me suis assise près d'elle, j'ai pris sa main, ce geste qui était devenu notre langage secret, et j'ai écouté. « Odélia est arrivée dans ma vie quand elle avait 22 ans, a-t-elle commencé, la voix encore fragile mais claire. C'était en octobre 2017, juste après l'accident. Ma fille unique, Isabelle, et son mari, Grégoire, venèrent de mourir sur l'Assis, près de Beaune. Un camion qui avait perdu le contrôle. Ils revenaient de vacances en Provence. Elle a fermé les yeux, submergée par cette douleur qui ne s'efface jamais. Odélia était étudiante à Sciences Po, brillante, jolie. Elle vivait dans un petit studio du 5e arrondissement. Quand on lui a annoncé la nouvelle, elle s'est effondrée. J'ai décidé de la prendre chez moi. Elle était seule au monde, comme moi. Nous étions tout ce qui nous restait. Elle a emménagé dans l'hôtel particulier? Oui, dans la chambre du 2e étage, celle qui donne sur le jardin. Au début, tout allait bien. Elle étudiait. Je cuisinais. Nous dînions ensemble, nous parlions de sa mère, nous pleurions ensemble. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses. Quelles choses? Madame Beaumont a ouvert les yeux et m'a regardé intensément. Elle recevait beaucoup de visites, des hommes, des jeunes hommes différents chaque semaine. Je ne suis pas prude, Ilenia, mais il y avait quelque chose de calculé dans ces relations. Elle ne les aimait pas. Elle les étudiait, comme un joueur d'échecs étudie un échiquier. Et puis Sylvestre est arrivé? Oui, en avril 2019. Elle l'a rencontré lors d'un gala de charité organisé par Sciences Po. Elle est rentrée ce soir-là avec des étoiles dans les yeux. Grand-mère, j'ai rencontré quelqu'un de bien. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai senti mon cœur se serrer. Je me souvenais de ce printemps-là. Sylvestre était revenu d'un dîner professionnel, distrait, souriant. J'ai rencontré quelqu'un, maman. 2 semaines plus tard, il me la présentait. Au début, j'étais heureuse pour elle, a poursuivi Madame Beaumont. Sylvestre semblait gentil, bien élevé, stable. Exactement ce dont elle avait besoin. Ils se sont mariés rapidement, en juin 2020. Une petite cérémonie. Vous étiez là, vous vous souvenez? Oui. Comment aurais-je pu oublier? Mon fils en costume crème, Odélia en robe de soie ivoire, le soleil traversant les vitraux de la chapelle. Après le mariage, ils ont continué à vivre chez moi, a dit Madame Beaumont, la voix plus dure maintenant. Odélia disait qu'elle voulait rester près de moi, que je ne devais pas vivre seule. Mais maintenant, je comprends. Elle voulait me surveiller, me contrôler. Quand les choses ont-elles changé? Il y a 1 an environ. En septembre 2023, j'ai surpris une conversation entre Odélia et Sylvestre dans le bureau du rez-de-chaussée. La porte était entr'ouverte. Je passais dans le couloir. J'ai entendu Sylvestre dire « Elle a 82 ans. Combien de temps encore ?» Et Odélia a répondu « Trop longtemps. Nous devons accélérer. » Mon sang s'est glacé. J'aurais dû réagir immédiatement, a murmuré Madame Beaumont, les yeux humides. Mais je ne voulais pas y croire. Je me suis dit que j'avais mal compris, que c'était l'âge qui me rendait parano. Alors j'ai continué à vivre comme si de rien n'était. Et c'est là qu'ils ont commencé à vous droguer. Oui, progressivement. En janvier 2024, Odélia a insisté pour que je consulte un nouveau médecin. Pour votre tension, grand-mère, c'est important à votre âge. Le médecin m'a prescrit des médicaments. Odélia se chargeait de me les donner, matin et soir. Avec un grand verre d'eau et un sourire, elle a serré ma main plus fort. Au début, je ne remarquais rien, juste une légère somnolence. Puis, en mars, j'ai commencé à oublier des choses. Où j'avais posé mes clés? Quel jour nous étions? Des conversations entières disparaissaient de ma mémoire. En mai, c'était pire. Je me levais la nuit, désorientée. Je ne reconnaissais plus les pièces de ma propre maison. Odélia jouait la petite fille inquiète? Exactement. Devant moi, elle était douce, compatissante. « Grand-mère, vous devriez vous reposer davantage. Laissez-moi m'occuper de tout. » Mais je la voyais chuchoter avec Sylvestre. Je les entendais parler de notaires, de procurations, de fenêtres d'opportunités. J'ai fermé les yeux, submergée par la honte. Comment n'avais-je rien vu? Comment n'avais-je rien senti? En juillet, a continué Madame Beaumont, j'ai trouvé les boîtes vides. Lorazépam, zolpidem, diazépam, des anxiolytiques et somnifères à haute dose, cachés au fond de la poubelle de la cuisine, sous des épluchures. J'ai compris qu'ils essayèrent de me rendre folle, légalement folle, pour me placer sous tutelle. Vous aviez des preuves? Non, j'ai cherché partout. Mais Odélia était prudente. Elle gardait les documents importants dans un coffre, au 1er étage, dont elle seule avait la clé.
Et l'overdose? Madame Beaumont a pris une longue inspiration, comme si ce souvenir lui coûtait particulièrement. C'était le 23 août, un vendredi soir. Nous avions dîné tous les trois, Odélia, Sylvestre et moi. Du saumon grillé, je crois. Après le repas, Odélia m'a apporté mes médicaments comme d'habitude. Mais cette fois, il y en avait plus, beaucoup plus. Elle m'a dit « Le médecin a augmenté la dose, grand-mère. C'est pour votre bien. » Elle a fermé les yeux, revivant la scène. J'ai avalé les comprimés. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Refuser aurait éveillé leurs soupçons. Je suis montée me coucher. Vers 23 heures, j'ai commencé à me sentir bizarre. Mon cœur battait trop vite, puis trop lentement. La pièce tournait. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai vomi. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. Je suis tombée. Et ils ont appelé le SAMU? Oui, mais pas immédiatement. J'étais consciente, allongée sur le carrelage froid. J'entendais tout. Odélia est montée 10 minutes plus tard. Elle a ouvert la porte, m'a regardée, puis je l'ai entendue redescendre. Elle a dit à Sylvestre, « Elle est tombée. Ça a marché. Mon Dieu. » Puis elle a attendu encore 20 minutes, a murmuré Madame Beaumont, la voix brisée. 20 minutes pendant lesquelles je gisais là, incapable de bouger, sentant mon corps s'éteindre. Puis elle a appelé le 15. Elle pleurait au téléphone. « Ma grand-mère, elle ne respire plus, venez vite !» Une actrice parfaite. Les larmes coulaient sur mes joues. Je ne pouvais plus les retenir. À l'hôpital, les médecins ont diagnostiqué un accident vasculaire cérébral ischémique, a continué Madame Beaumont. Mais moi, je savais que c'était une overdose, sauf que je ne pouvais plus parler. Mon corps ne répondait plus. Alors j'ai décidé de me taire complètement, de faire semblant d'être dans le coma, de gagner du temps. Gagner du temps pourquoi? Elle m'a regardé avec des yeux d'acier. Pour survivre et pour trouver quelqu'un qui me croirait, quelqu'un comme vous. Nous sommes restées silencieuses un long moment. Dehors, la nuit tombait à nouveau sur Paris. Les lumières du jardin intérieur s'allumaient une à une. « Qu'attendez-vous de moi ?» ai-je finalement demandé, la gorge serrée. « Aidez-moi à sortir d'ici, discrètement, avant qu'ils ne reviennent de Nice. »« Mais comment? Vous êtes sous perfusion. Les médecins ne vous laisseront jamais partir. Vous trouverez un moyen. Vous devez. Parce que si Odélia et Sylvestre reviennent et découvrent que je suis consciente, ils finiront ce qu'ils ont commencé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. J'ai réfléchi, calculé, cherché une solution. Comment sauver cette femme? Comment affronter mon propre fils? Comment accepter que celui que j'avais mis au monde était devenu un monstre? Et surtout, comment vivre avec le fait que je n'avais rien vu venir? Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le dimanche matin est arrivé avec une lumière grise et froide. Septembre à Paris. Les feuilles commençaient à jaunir dans le petit jardin de l'hôpital. J'étais debout depuis l'aube, assise dans la chambre de Madame Beaumont, à regarder les machines qui bipaient régulièrement, comme si tout était normal. Mais rien n'était normal. J'avais passé la nuit à élaborer des plans impossibles. Débrancher la perfusion? Les alarmes se déclencheraient immédiatement. Demander une sortie contre avis médical? Il me faudrait l'autorisation de la famille, c'est-à-dire Odélia. Prévenir la police? Avec quelles preuves? Les accusations d'une vieille dame que tout le monde croyait dans le coma et les soupçons d'une belle-mère qui venait de découvrir la vérité? Non, personne ne nous croirait. Vers 8 heures, l'infirmière du dimanche est entrée. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts et au regard fatigué. Elle a vérifié les constantes de Madame Beaumont en silence, puis s'est tournée vers moi. « Vous tenez le coup, madame? Vous n'êtes pas obligée de rester ici tout le temps. Il y a une salle de repos au bout du couloir. Je préfère rester près d'elle, ai-je répondu doucement. Elle a hoché la tête avec compréhension. C'est rare, vous savez. La plupart des familles viennent 1 heure par jour, parfois moins. Mais vous êtes là jour et nuit. Elle a de la chance, si seulement elle savait. Quand l'infirmière est repartie, j'ai murmuré à Madame Beaumont, elle vient de me donner une idée. Ses paupières ont frémi imperceptiblement. Si je peux convaincre le personnel que vous allez mieux, qu'ils peuvent vous transférer dans un service de rééducation ou même vous laisser rentrer chez vous, nous aurions une chance. Mais comment? Les médecins ne décideraient jamais ça sans examen approfondi. Et si Madame Beaumont se réveillait soudainement après 5 semaines de coma, les médecins voudraient comprendre pourquoi. Ils feraient des analyses de sang. Ils découvriraient peut-être les traces de médicaments. Non, c'était trop risqué. Vers 10 heures, mon téléphone a vibré. Un appel de Sylvestre cette fois. « Maman, comment vas-tu » Sa voix était détendue, joyeuse. J'imaginais la terrasse ensoleillée, le bruit des vagues.
Odélia à ses côtés, sirotant un café. « Je vais bien, mon chéri. Et vous? On s'amuse beaucoup. Hier, on a visité le musée Matisse. Aujourd'hui, on va peut-être louer un bateau pour la journée. Un bateau, pendant que leur victime gisait dans un lit d'hôpital. C'est merveilleux, ai-je répondu, la voix étranglée. Et grand-mère? J'ai regardé Madame Beaumont, immobile dans son lit, les yeux fermés. Stable. Les infirmières disent qu'il n'y a pas de changement. C'est bien. Enfin, je veux dire, c'est triste. Mais au moins, elle ne souffre pas. Ne souffre pas. Mon fils croyait vraiment ça? Ou mentait-il aussi bien qu'Odélia? Passe-moi Odélia une seconde, ai-je demandé sans savoir pourquoi. Un bruit de fond, des rires, puis la voix d'Odélia. Ilénia, merci encore pour tout. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. Grand-mère elle est tout ce qui me reste de ma mère. Le mensonge était tellement parfait que j'ai failli y croire moi-même. Je sais, ma chérie. Profitez bien de ces quelques jours. Vous en aviez besoin. Vous êtes un ange, Ilénia. À très bientôt. Quand j'ai raccroché, j'avais les mains tremblantes. Comment pouvait-on mentir avec autant de sincérité dans la voix? Comment pouvait-on parler d'amour tout en planifiant un meurtre? L'après-midi s'est écoulé dans une étrange léthargie. J'ai lu le journal à Madame Beaumont à voix haute, des articles sur la politique, l'économie, des choses sans importance, tout pour maintenir l'apparence de la normalité. Une aide-soignante est venue vers 15 heures, a vérifié la perfusion, a changé la poche d'hydratation. Elle a l'air paisible, a-t-elle dit en regardant Madame Beaumont. Paisible. Le mot m'a déchiré le cœur. Vers 17 heures, alors que le personnel se préparait pour le changement d'équipe, Madame Beaumont a rouvert les yeux. Cette fois, il y avait une lueur différente dans son regard, une détermination nouvelle. « Ilénia », a-t-elle murmuré. « J'ai une idée. » Je me suis penchée vers elle. « Il y a quelqu'un qui peut nous aider. » « Qui ? Mon notaire, maître de l'Orme. Je le connais depuis 30 ans. Il a les originaux de tous mes documents, mon testament, mes procurations. Si je peux le joindre, lui expliquer, il pourra bloquer toute tentative de mise sous tutelle. Mais comment le contacter? Odélia surveille sûrement votre téléphone, vos emails. Utilisez le vôtre. Son cabinet est rue de Rivoli. Dites-lui que c'est de ma part, qu'il vienne me voir ici, discrètement. Avant mercredi. J'ai sorti mon téléphone, j'ai cherché le cabinet de maître de l'Orme. Un site sobre, professionnel, notaire spécialisé en droit patrimonial et succession. Mais dimanche soir, le cabinet était fermé. Je l'appellerai demain matin, première heure, ai-je promis. Madame Beaumont a fermé les yeux, épuisée par cet effort. Merci, Ilénia. Vous êtes la seule personne en qui je peux avoir confiance. Ces mots m'ont brisé, parce que moi, j'avais échoué. J'avais échoué à élever un fils honnête. J'avais échoué à voir le monstre qu'il était devenu. Cette nuit-là, je suis restée éveillée dans ma petite chambre, assise sur le lit, fixant le plafond. Les souvenirs remontaient par vagues. Sylvestre enfant, jouant dans le jardin du Luxembourg. Sylvestre adolescent, renfermé après la mort de son père d'un cancer en 2015. Sylvestre adulte, ambitieux, toujours en costume, toujours pressé. Quand avait-il changé? Ou avais-je simplement refusé de voir ce qu'il était devenu? Je me souvenais d'une conversation, il y a 2 ans, à Noël 2022. Nous dînions chez moi, Sylvestre, Odélia et moi. Sylvestre parlait de son travail, de ses clients fortunés, de l'argent qui circulait dans les hautes sphères de la finance. Tu sais, maman, dans ce milieu, il y a 2 types de personnes. Ceux qui héritent de tout et ceux qui doivent tout construire. Moi, je dois tout construire. Mais tu as eu une belle éducation, une belle vie, avais-je répondu, vexée. Ce n'est pas assez, ce ne sera jamais assez. Odélia avait posé sa main sur la sienne. Nous aurons tout, mon amour. Un jour. À l'époque, je n'avais pas compris. Je croyais qu'ils parlaient de travailler dur, de réussir professionnellement. Mais maintenant, je comprenais. Ils parlèrent de l'héritage de Madame Beaumont, de l'hôtel particulier, des millions placés en banque. Ils parlaient de voler une vieille dame. Le lundi matin, à 9 heures précises, j'ai appelé le cabinet de maître de l'Orme. Une secrétaire à la voix neutre a décroché. « Cabinet de l'Orme, bonjour. »« Bonjour, je m'appelle Ilénia d'Aubefort. Je vous appelle de la part de Madame Elisabeth Beaumont. C'est urgent. » Un silence. « Madame Beaumont? Mais elle est dans le coma, oui. C'est justement pour ça que j'appelle. » Autre silence, plus long. « Je vais transférer votre appel à maître de l'Orme. Ne quittez pas. » Une attente interminable. Puis une voix grave, posée, celle d'un homme d'une 60aine d'années. Maître de l'Orme à l'appareil. « Que puis-je faire pour vous, Madame d'Aubefort ?»
J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Madame Beaumont n'est pas dans le coma. Elle est consciente et elle a besoin de vous, de toute urgence. » Le silence qui a suivi était assourdissant. « Je vous écoute », a-t-il finalement dit, la voix tendue. Je lui ai tout raconté. L'overdose, les médicaments, le plan de mise sous tutelle, les conversations entendues, la manipulation, Sylvestre et Odélia. Tout. Quand j'ai terminé, Maître Delorme a soupiré longuement. C'est grave, très grave. Si ce que vous dites est vrai, nous parlons d'une tentative d'homicide et d'escroquerie. Je sais. Mais sans preuve matérielle, c'est votre parole contre la leur. Madame Beaumont est-elle en état de témoigner? Elle est faible, mais consciente. Elle peut parler. Je viens cet après-midi, 15 heures, chambre 317. C'est bien ça? Oui. Merci, maître. Ne me remerciez pas encore. Nous avons beaucoup de travail devant nous. J'ai passé la matinée dans un état de tension extrême. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je craignais que ce soit Sylvestre ou Odélia rentrant plus tôt que prévu. Vers midi, l'infirmière est venue avec le plateau repas de Madame Beaumont. Une soupe, un yaourt. Elle a posé le plateau sur la table roulante et m'a regardé avec curiosité. « Vous ne mangez pas, Madame d'Aubefort ?»« Je n'ai pas faim. » Elle a hoché la tête. « Le stress, je comprends. Mais vous devez prendre soin de vous aussi. » Quand elle est repartie, j'ai murmuré à Madame Beaumont « Maître Delorme vient à 15 heures. » Ses doigts ont bougé légèrement sous le drap, un signe de soulagement. À 15 heures précises, un homme est entré dans la chambre. Grand, cheveux gris, costume sombre, mallette en cuir. Il avait le visage de quelqu'un qui a vu beaucoup de tragédies humaines et qui ne s'étonne plus de rien. Madame d'Aubefort? Oui. Il a refermé la porte derrière lui, a tiré le rideau qui séparait le lit de l'entrée, créant un espace d'intimité. Madame Beaumont, a-t-il dit à voix basse, c'est moi, Édouard Delorme. Les yeux de Madame Beaumont se sont ouverts, et pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai vu des larmes couler sur ses joues. Édouard, a-t-elle murmuré. Il s'est assis près du lit, a pris sa main avec une douceur infinie. Racontez-moi tout, depuis le début. Et elle a raconté. Avec des pauses, des tremblements dans la voix, mais elle a tout dit. Les mois de manipulation, les médicaments, l'overdose, le plan de mise sous tutelle, Sylvestre et Odélia. Maître Delorme m'écoutait, le visage impassible, mais je voyais ses mâchoires se crisper. Quand elle a terminé, il a ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs documents. J'ai ici votre testament original, daté de janvier 2023. Vous léguez l'intégralité de votre patrimoine à Odélia, votre unique héritière. C'est bien ça? Oui, a murmuré Madame Beaumont. Mais je veux le changer. Maintenant. Nous allons le faire. Mais d'abord, nous devons vous sortir d'ici. Légalement. Comment? Ai-je demandé. Maître Delorme s'est tourné vers moi. En demandant un transfert médical vers une clinique privée. Une clinique où j'ai des contacts, où Madame Beaumont pourra être en sécurité, loin d'Odélia et de votre fils. Mais pour ça, il nous faut l'accord d'un médecin. Quel médecin acceptera de transférer une patiente dans le coma? Un médecin qui saura la vérité. Il s'est levé, a regardé Madame Beaumont avec gravité. Je vais parler au chef de service, confidentiellement. En tant que notaire, je peux invoquer le secret professionnel et la protection d'une personne vulnérable. Mais il faut faire vite. Quand reviennent-ils de Nice? Mercredi, ai-je répondu. Nous avons donc 48 heures. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Maître Delorme est parti vers 16 heures, sa mallette sous le bras, le visage grave. Avant de franchir la porte, il s'est retourné vers moi. Ne dites rien à personne, ni aux infirmières, ni à votre fils s'il appelle. Continuez à jouer votre rôle. Je reviens demain matin avec le docteur Mercier. C'est le chef du service de neurologie. Un homme intègre. Et s'il refuse de nous croire? Il ne refusera pas. Pas quand il aura tous les faits. Quand il est parti, je me suis effondrée sur la chaise près du lit. L'adrénaline qui m'avait tenue éveillée toute la journée se dissipait, me laissant vidée, tremblante. Madame Beaumont a ouvert les yeux et m'a regardée avec une tendresse inattendue. Vous auriez pu partir, Ilenia. Fermer les yeux, prétendre que tout allait bien. Mais vous êtes restée. Comment aurais-je pu partir? Ai-je murmuré, la gorge serrée. Beaucoup l'auraient en fait. Par lâcheté, par amour aveugle pour leur enfant. Mais vous avez choisi la vérité, même si elle vous brise. Les larmes que j'avais retenues pendant des jours ont enfin coulé, silencieuses, brûlantes. Il est mon fils, ai-je soufflé. Mon unique enfant. Je l'ai porté, je l'ai élevé, je lui ai appris ce qui était bien et mal. Où ai-je échoué?
Madame Beaumont a serré ma main faiblement. Vous n'avez pas échoué. Parfois, les enfants choisissent leur propre chemin, un chemin que nous n'aurions jamais imaginé pour eux. La nuit est tombée lentement sur Paris. Les lumières du jardin intérieur se sont allumées. J'ai commandé un plateau repas que je n'ai pas touché. Mon téléphone est resté silencieux. Aucun appel de Sylvestre, aucun message d'Odélia. Ils profitèrent de leur dernière journée à Nice, inconscients que tout était en train de s'écrouler. Vers 22 heures, alors que je m'apprêtais à aller me coucher, Madame Beaumont a murmuré « Ilénia, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Je me suis rassise près d'elle. Quoi? Le coffre, au premier étage de l'hôtel particulier. Odélia y garde tous les documents compromettants, les fausses ordonnances, les papiers de mise sous tutelle, tout. Vous connaissez la combinaison? Elle a secoué la tête faiblement. Non, elle l'a changée il y a 6 mois. Mais je sais où elle cache le code. Où? Dans son agenda. Un petit carnet en cuir marron qu'elle garde toujours dans son sac à main. Elle note tout dedans. Rendez-vous, numéros importants, code. Elle croit que personne ne le regarde jamais. Mais moi, je l'ai vu. Vous voulez que j'aille chez vous? Non, pas maintenant. Trop risqué. Odélia a peut-être laissé quelqu'un surveiller la maison pendant leur absence. Une femme de ménage, un voisin. Attendons d'abord le transfert. Ensuite, nous verrons. J'ai hoché la tête, même si l'idée de devoir un jour entrer dans cette maison, fouiller dans les affaires d'Odélia, me terrifiait. Le mardi matin est arrivé avec une lumière pâle et froide. Septembre touchait à sa fin. Bientôt octobre. Bientôt l'automne véritable. À 9 heures précises, Maître Delorme est revenu, accompagné d'un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, aux lunettes fines. Il portait une blouse blanche sur un costume impeccable. Docteur Olivier Mercier, s'est-il présenté en me serrant la main, chef du service de neurologie. Il avait une voix calme, posée, le genre de voix qui rassure immédiatement. Maître Delorme m'a expliqué la situation. Je dois vous dire que c'est inhabituel. Je comprends, ai-je murmuré. Il s'est approché du lit, a regardé Madame Beaumont longuement. Puis il a dit, d'une voix douce, « Madame Beaumont, je suis le docteur Mercier. Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. » Un silence. Long, pesant. Puis, lentement, Madame Beaumont a ouvert les yeux. Le docteur Mercier a eu un mouvement de recul imperceptible. Il a regardé Maître Delorme, puis moi, puis à nouveau Madame Beaumont. « Depuis combien de temps êtes-vous consciente ?» a-t-il demandé. « Depuis le début », a murmuré Madame Beaumont, la voix rauque. « Depuis le 23 août, 5 semaines. Vous avez fait semblant d'être dans le coma pendant 5 semaines. »« Oui. Pourquoi ?» Et elle a raconté. Pour la 3e fois. Mais cette fois, devant un médecin qui prenait des notes, qui hochait la tête, qui posait des questions précises. Les médicaments que votre petite fille vous donnait, vous vous souvenez des noms? Lorazépam, Zolpidem, Diazépam. À quelle dose? Je ne sais pas. Mais beaucoup, trop. Le docteur Mercier a sorti son téléphone, a tapé quelque chose rapidement. Ces 3 médicaments combinés, à haute dose, peuvent provoquer une sédation profonde, une confusion mentale et, dans certains cas, une défaillance respiratoire ou cardiaque. Vous auriez pu mourir. Je sais, a murmuré Madame Beaumont. Le docteur a refermé son téléphone, s'est assis sur la chaise, a retiré ses lunettes et les a nettoyées lentement, un geste qui trahissait son trouble. Madame Beaumont, j'ai étudié vos analyses sanguines réalisées à votre arrivée aux urgences le 23 août. À l'époque, nous avons diagnostiqué un AVC ischémique. Mais maintenant que vous me dites ça, je vais demander une analyse toxicologique complète des échantillons conservés. Si nous trouvons des traces de ces benzodiazépines à des niveaux anormalement élevés, ce sera une preuve. Combien de temps pour les résultats? A demandé Maître Delorme. 48 heures. Peut-être moins si je mets la pression. Nous n'avons pas 48 heures, ai-je dit, la voix tremblante. Odélia et Sylvestre rentrent demain. Mercredi. Le docteur Mercier a remis ses lunettes et m'a regardé gravement. Dans ce cas, nous allons accélérer les choses. Je vais demander un transfert immédiat vers la clinique Sainte-Anne, dans le 15e arrondissement. C'est un établissement privé, sécurisé. Madame Beaumont y sera en sécurité. Mais comment justifier le transfert? Ai-je demandé. Les infirmières, l'administration, tout le monde croit qu'elle est dans le coma. Je vais écrire dans le dossier médical qu'elle montre des signes d'amélioration neurologique minimes mais encourageants et qu'un transfert vers un service spécialisé en rééducation est recommandé. Personne ne posera de questions. Maître Delorme a hoché la tête. Parfait. Et pendant ce temps,
Je vais préparer les documents nécessaires pour modifier le testament de Madame Beaumont et bloquer toute procédure de mise sous tutelle. Quand pouvons-nous partir ? A demandé Madame Beaumont, la voix pleine d'espoir. Cet après-midi, 16 heures, une ambulance privée viendra la chercher. Les heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'ai fait les 100 pas dans la chambre, incapable de rester assise. Madame Beaumont, elle, gardait les yeux fermés, économisant ses forces pour ce qui allait venir. Vers 13 heures, mon téléphone a vibré. Un message de Sylvestre. « Dernier jour à Nice. On rentre demain en fin de matinée. Bisous maman. » Demain. Il rentrait demain. J'ai répondu « Bon retour mon chéri. Faites attention sur la route. » Puis j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais plus entendre sa voix. Pas maintenant. À 15h30, une infirmière est venue vérifier une dernière fois les constantes de Madame Beaumont. Elle a souri en voyant les chiffres sur le moniteur. Son rythme cardiaque est meilleur aujourd'hui. C'est bon signe. Oui, ai-je murmuré. À 16 heures précises, 2 ambulanciers sont arrivés avec un brancard. Le docteur Mercier était avec eux, tenant une pochette de documents. Transfert vers la clinique Sainte-Anne, a-t-il annoncé à l'infirmière de garde. Rééducation neurologique intensive. L'infirmière a hoché la tête, a signé un formulaire. Bonne chance, Madame Beaumont, a-t-elle dit doucement en regardant la vieille dame immobile sur le brancard. Les ambulanciers ont détaché les perfusions, ont débranché les moniteurs. Puis, ils ont roulé le brancard vers l'ascenseur. Je les ai suivis, mon sac à la main, le cœur battant. Dans l'ascenseur, alors que les portes se refermaient, Madame Beaumont a ouvert les yeux et m'a regardé. « Merci », a-t-elle murmuré. « Ne me remerciez pas encore », ai-je répondu. Nous ne sommes pas encore en sécurité. L'ambulance nous a emmenés à travers Paris. Les rues grises, les immeubles haussmanniens, les cafés bondés. La vie normale continuait, indifférente à notre drame. La clinique Sainte-Anne était un bâtiment moderne, discret, entouré d'un jardin bien entretenu. Le docteur Mercier nous attendait à l'entrée. Il a guidé les ambulanciers vers une chambre au 3e étage. Une chambre spacieuse, lumineuse, avec vue sur les arbres. « Ici, vous serez en sécurité », a-t-il dit à Madame Beaumont. « Personne ne peut entrer sans autorisation. Pas même la famille. »« Et les analyses ?» a demandé Maître Delorme. « Je les ai lancées ce matin. Résultat demain en fin de journée. Si nous trouvons ce que je pense, nous aurons toutes les preuves nécessaires pour porter plainte. » Le soir est tombé sur Paris. J'étais assise dans la chambre de Madame Beaumont, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une. Elle dormait, vraiment cette fois. Un sommeil paisible, sans perfusion, sans machine qui bipait. Mon téléphone était toujours éteint. Je ne voulais pas parler à Sylvestre. Pas encore. Je ne savais même pas quoi lui dire. Ton fils et ta belle-fille ont essayé de tuer une vieille dame pour son argent. Comment prononce-t-on ces mots? Comment regarde-t-on son enfant en face après avoir découvert ça? Maître Delorme est entré vers 20h avec des documents sous le bras. J'ai préparé le Nouveau Testament. Madame Beaumont pourra le signer demain matin, devant témoins. Elle lègue tout à une fondation caritative. Odélia n'aura rien. Et si elle conteste, elle ne pourra pas. Pas avec les preuves que nous aurons. Et puis, il m'a regardé gravement. Il y a autre chose. J'ai fait des recherches cet après-midi sur Odélia Mercier. Qu'avez-vous trouvé? Il a ouvert une pochette, en a sorti plusieurs documents imprimés. Odélia n'est pas sa petite fille biologique. Le monde s'est arrêté. Quoi? Isabelle et Grégoire Mercier, les parents d'Odélia, sont morts dans un accident de voiture en octobre 2017. C'est vrai. Mais Odélia n'était pas leur fille. Elle était leur nièce, la fille du frère de Grégoire, décédée en 2005. Isabelle et Grégoire l'avaient adoptée légalement en 2008, quand elle avait 13 ans. Madame Beaumont sait ça? Oui, elle me l'a dit ce matin, mais elle pensait que ça n'avait pas d'importance. Odélia était devenue la fille d'Isabelle, donc sa petite-fille, légalement parlant. Mais pourquoi me dites-vous ça? Maître Delorme a sorti un autre document. Parce que j'ai trouvé le dossier d'adoption. Et dans ce dossier, il y a un rapport psychologique réalisé quand Odélia avait 14 ans, en 2009. Il m'a tendu le document. J'ai lu. Et mon sang s'est glacé. Comportement manipulateur, absence d'empathie, mensonge compulsif, tendance sociopathique. J'ai levé les yeux vers Maître Delorme. Mon Dieu, ce rapport a été enterré. Les parents adoptifs voulaient lui donner une chance. Ils l'aimaient. Mais maintenant, tout prend sens. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une seule seconde. J'étais assise dans le fauteuil de la chambre de la clinique Sainte-Anne, le rapport psychologique d'Odélia,
posé sur mes genoux, le relisant encore et encore, comme si les mots allaient soudainement changer de sens. Comportement manipulateur, absence d'empathie, mensonge compulsif, tendance sociopathique. Ma belle-fille, la femme que mon fils avait épousée, la femme que j'avais accueillie dans ma famille avec tendresse. Elle était un monstre depuis l'enfance. Comment Sylvestre n'avait-il rien vu? Ou pire, avait-il vu et choisi de fermer les yeux? À 6 heures du matin, Madame Beaumont s'est réveillée. Elle m'a regardé et a compris immédiatement que quelque chose n'allait pas. Vous n'avez pas dormi? Non. À cause du rapport? Vous le saviez? Que les parents adoptifs d'Odélia avaient consulté un psychologue? Elle a hoché la tête faiblement. Isabelle, ma fille, m'en avait parlé. Une seule fois. C'était en 2010, 1 an après l'adoption. Nous prenions le thé dans mon salon. Elle était fatiguée, préoccupée. Elle m'a dit qu'Odélia était différente, qu'elle ne semblait jamais vraiment heureuse ou triste, qu'elle jouait des émotions comme on joue un rôle au théâtre. Et qu'avez-vous répondu? J'ai dit que c'était normal, qu'une enfant qui avait perdu ses vrais parents si jeune, le père d'Odélia est mort dans un accident du travail en 2005, quand elle avait 10 ans, pouvait développer des mécanismes de défense. J'ai dit à Isabelle de lui donner du temps, de l'amour. Mais ça n'a pas fonctionné? Non. Odélia a grandi en devenant plus habile à masquer ce qu'elle était vraiment. Plus intelligente, plus dangereuse. Madame Beaumont a fermé les yeux, épuisée par cette conversation. Isabelle et Grégoire sont morts en 2017. Odélia avait 22 ans. Elle venait de terminer ses études à Sciences Po. Elle pleurait à leurs funérailles. Des larmes magnifiques. Tout le monde la trouvait si courageuse, si forte. Mais moi, j'ai vu quelque chose d'autre dans ses yeux. Quoi? Du soulagement. À 9 heures, Maître Delorme est arrivé avec 2 témoins, un autre notaire et une greffière, pour la signature du Nouveau Testament. Madame Beaumont s'est assise dans son lit, a pris le stylo d'une main tremblante et a signé. Je lègue l'intégralité de mon patrimoine, l'hôtel particulier, les comptes bancaires, les placements, à la Fondation de France pour aider les personnes âgées vulnérables. Odélia n'hériterait de rien, plus rien. C'est fait, a dit Maître Delorme en rangeant les documents dans sa mallette. Même si elle essaie de contester, ce testament est inattaquable. Et les analyses toxicologiques? Ai-je demandé. Le docteur Mercier m'a appelé ce matin. Les résultats arrivent cet après-midi. Vers 11 heures, j'ai rallumé mon téléphone. Immédiatement, il a vibré avec une série de messages de Sylvestre. « Maman, on est en route. On arrive vers 13 heures. On passe à l'hôpital voir grand-mère. Tu es où? Tu ne réponds pas ?» Mon cœur s'est mis à battre trop vite. Ils allaient arriver à l'hôpital américain de Neuilly et découvrir que Madame Beaumont n'était plus là, que j'avais disparu aussi. J'ai regardé Maître Delorme, paniqué. Ils arrivent à Paris, dans 2 heures. Laissez-les venir à l'hôpital. Laissez-les découvrir que leur victime a disparu. Pendant ce temps, nous aurons les preuves. Et s'ils devinent où nous sommes? Ils ne devineront pas. Personne ne sait que Madame Beaumont est ici, sauf le docteur Mercier, vous et moi. Mais j'avais peur, une peur viscérale, parce que je connaissais Odélia maintenant. Je savais de quoi elle était capable. À 13h30, mon téléphone a sonné. Sylvestre. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Maman, où es-tu? On est à l'hôpital et ils nous disent que grand-mère a été transférée. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Sa voix était affolée, presque hystérique. Mais était-ce de l'inquiétude sincère ou du calcul? Calme-toi, Sylvestre. Le médecin a décidé de la transférer vers un service spécialisé. Elle montrait des signes d'amélioration. C'est une bonne nouvelle. Quel service? Quel hôpital? Je ne me souviens plus du nom. Une clinique dans le 15e, je crois. Le docteur m'a tout expliqué, mais j'étais tellement soulagée que je n'ai pas retenu tous les détails. Mensonge. Je mentais à mon fils. Mais pour protéger une innocente. « Maman, c'est important. Odélia est dans tous ses états. On doit savoir où est grand-mère. » En arrière-plan, j'ai entendu la voix d'Odélia, aiguë, presque criarde. « Demande-lui où elle est. Dis-lui qu'on a le droit de savoir. » Sylvestre, écoute-moi. Le docteur Mercier, le chef de service, a tout organisé. Appelle-le. Il te donnera tous les détails. Je suis fatiguée, j'ai besoin de rentrer chez moi me reposer. Tu rentres où? À ton appartement? Oui. On vient te voir ce soir. Il faut qu'on parle. D'accord, mon chéri. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Maître Delorme me regardait gravement. Vous mentez très mal, Ilénia. Je sais. Si votre fils et Odélia sont aussi intelligents que je le pense, ils vont comprendre que quelque chose ne va pas. Ils vont chercher. Que dois-je faire? Rentrez chez vous. Agissez normalement.
Quand ils viendront ce soir, ne leur dites rien. Faites comme si tout allait bien. Demain, nous aurons les preuves. Et nous irons à la police. Je suis rentré chez moi vers 15 heures. Mon appartement du 16e arrondissement me semblait étrange. Comme si je n'y avais pas mis les pieds depuis des années, alors que je n'étais parti que 5 jours. 5 jours. 5 jours pendant lesquels ma vie entière avait basculé. J'ai pris une douche, je me suis changée, j'ai préparé du thé. Puis je me suis assise dans mon salon, regardant les moulures du plafond, attendant. À 19 heures, la sonnette a retenti. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Je suis allée ouvrir. Sylvestre et Odélia se tenaient sur le palier. Mon fils avait l'air fatigué, les traits tirés. Odélia, elle, était impeccable. Cheveux blonds parfaitement coiffés, tailleur Chanel beige, sac à main en cuir marron, celui où elle cachait son agenda avec les codes secrets. « Maman », a dit Sylvestre en m'embrassant. On était tellement inquiets. « Entre, mon chéri. » Ils sont entrés. Odélia m'a embrassée aussi, 2 bises froides, mécaniques. J'ai senti son parfum, Chanel 925, et j'ai eu envie de vomir. « Asseyez-vous, je vous fais du thé. »« Non merci », a coupé Odélia, la voix tendue. « Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi grand-mère a été transférée sans qu'on soit prévenu ? Le docteur Mercier a dit que c'était une décision médicale urgente. »« Mais vous étiez là ? Vous auriez dû nous appeler ? » J'ai pensé que vous profitiez de vos vacances. Je ne voulais pas vous inquiéter. Sylvestre s'est assis sur le canapé, a passé une main dans ses cheveux. « Maman, on a appelé la clinique dont tu parlais. Il y a 3 cliniques dans le 15e. Aucune n'a de patiente nommée Elisabeth Beaumont. » Mon sang s'est glacé. Peut-être que le transfert n'est pas encore enregistré administrativement. Ces choses prennent du temps. Odélia m'a regardé. Vraiment regardé. Ses yeux étaient froids, calculateurs, et j'ai su, à cet instant, qu'elle savait que je mentais. « Ilenia », a-t-elle dit lentement. « Où est ma grand-mère ?»« Je vous l'ai dit, dans une clinique. »« Laquelle ?» ?»« Je ne me souviens plus du nom exact. Vous ne vous souvenez plus. » Elle a souri. Un sourire glacial. « C'est étrange, non, Sylvestre ? Ta mère a passé 5 jours à l'hôpital, elle accompagne un transfert médical important et elle ne se souvient pas du nom de la clinique ?» Sylvestre me regardait maintenant avec suspicion. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Rien. Je suis fatiguée. Ces derniers jours ont été épuisants. » Odélia s'est levée, a fait quelques pas dans le salon, a regardé par la fenêtre, puis elle s'est retournée vers moi. « Vous avez parlé avec elle, n'est-ce pas ? »« Quoi ? » ?»« Avec grand-mère. Elle vous a parlé. » « Comment pourrait-elle me parler ? Elle est dans le coma. Elle n'a jamais été dans le coma. » Les mots sont tombés comme des pierres. Sylvestre s'est levé d'un bond. « Odélia, qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Odélia ne le regardait pas. Elle me fixait, les yeux rétrécis. « Vous savez, n'est-ce pas ? Elle vous a tout raconté. Les médicaments, le plan, tout. »« Je ne vois pas de quoi tu parles, » ai-je murmuré, la voix tremblante. « Menteur. » Sylvestre nous regardait, l'un et l'autre, complètement perdus. « Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ?» Odélia s'est tournée vers lui, le visage soudainement radouci, les yeux remplis de larmes, des larmes parfaites, sur commande. « Sylvestre, mon amour, je crois que ta mère a été manipulée par grand-mère. Tu sais qu'elle est confuse depuis des mois. Elle dit des choses qui n'ont aucun sens. Elle accuse les gens de vouloir lui faire du mal. C'est sa démence. »« Non, ai-je dit, la voix plus forte maintenant, ce n'est pas de la démence, c'était toi, tu la droguais. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Sylvestre me regardait comme si j'étais devenue folle. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Demande à ta femme. Demande-lui ce qu'elle faisait avec les lorazépam, les zolpidem, les diazépam. » Odélia a éclaté en sanglots, des sanglots magnifiques, déchirants. « Je ne comprends pas. Pourquoi tu me détestes autant, Ilenia ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu as essayé de tuer une femme de 83 ans pour son argent. » Sylvestre s'est avancé vers moi, le visage rouge de colère. « Ça suffit. Tu vas trop loin. Odélia n'a rien fait de tel. Alors pourquoi aviez-vous préparé des documents de mise sous tutelle ? Pourquoi parliez-vous de procuration, de notaire, de fenêtre d'opportunité ?» Odélia a cessé de pleurer d'un coup. Son visage est redevenu froid, dur. « Qui vous a dit ça ? Madame Beaumont. Elle a tout entendu. Chaque mot, chaque plan. » Odélia a regardé Sylvestre. Un regard que je n'oublierai jamais. Un regard qui disait « Elle sait, il faut agir. » Et Sylvestre, mon fils, mon unique enfant, a hoché la tête. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Ce hochement de tête de Sylvestre a tout changé. Mon fils, mon petit garçon.
Celui que j'avais bercé pendant des nuits entières quand il faisait des cauchemars. Celui qui me récitait des poèmes de Victor Hugo à 7 ans. Celui qui pleurait dans mes bras quand son père est mort en 2015. Il venait de confirmer, par un simple mouvement de tête, qu'il était complice. « Sylvestre », ai-je murmuré, la voix brisée. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as rien à voir avec tout ça. » Il a détourné le regard. Il ne pouvait pas me regarder en face. Odélia, elle, n'avait plus besoin de jouer. Le masque était tombé. Elle s'est assise sur le canapé, a croisé les jambes élégamment et m'a regardé avec un calme terrifiant. « Où est-elle » a-t-elle demandé, la voix plate, sans émotion. « Je ne vous le dirai pas. Vous allez nous le dire. Jamais. » Elle a souri. Un sourire qui m'a glacé le sang. « Vous savez, Ilenia, j'ai toujours trouvé admirable votre capacité à vous aveugler. Pendant 4 ans, vous avez cru que j'aimais votre fils, que j'étais une jeune femme blessée, cherchant une famille. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi j'avais choisi Sylvestre, spécifiquement, parce que tu savais qu'il avait de l'ambition, qu'il voulait réussir, que l'argent comptait pour lui. Exactement. » Elle a regardé Sylvestre avec quelque chose qui ressemblait presque à de la tendresse. Sylvestre est prévisible. Il a des dettes que sa mère ne connaît pas. Des investissements ratés, des prêts qu'il ne peut pas rembourser. Il avait besoin d'argent. J'avais accès à de l'argent. C'était une évidence. Je me suis tournée vers mon fils. « C'est vrai? Tu as des dettes ?» Il a regardé ses chaussures comme un enfant pris en faute. « J'ai fait des mauvais placements en 2022. J'ai perdu beaucoup. J'ai emprunté pour compenser. Mais ça aurait dû fonctionner. Le marché aurait dû remonter. Combien? 300 000 €. J'ai porté la main à ma bouche, horrifiée. Mon Dieu, Sylvestre, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que tu n'as pas 300 000 €, maman. Papa ne nous a rien laissé, tu te souviens? Juste cet appartement et quelques économies. Pas de quoi rembourser mes créanciers. Alors tu as décidé de voler une vieille dame. Je n'ai rien volé. Il a levé la voix pour la première fois. Odélia allait hériter de toute façon. Nous avons juste accéléré les choses. Accélérer les choses? Tu appelles ça accélérer les choses? Tu as drogué une femme de 83 ans jusqu'à ce qu'elle perde la raison. Elle ne perdait rien. Elle dormait juste plus. Elle était confuse, c'est tout. Sylvestre, elle a failli mourir. L'overdose du 23 août aurait pu la tuer. Il a pâli. C'était un accident. Les doses étaient trop élevées, c'est vrai. Mais on ne voulait pas quoi? La tuer? Ma voix tremblait de rage et de chagrin. Mais c'est exactement ce que vous avez fait. Vous l'avez laissé agoniser sur le carrelage de sa salle de bain pendant 20 minutes avant d'appeler les secours. Odélia s'est levée, s'est approchée de moi. Vous ne comprenez pas. Les vieilles personnes comme elle sont un fardeau. Elles vivent trop longtemps. Elles occupent des maisons immenses pendant que les jeunes générations crèvent dans des studios de 20 mètres carrés. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste? J'ai reculé, dégoûtée. Tu parles de justice? Toi qui as manipulé tout le monde depuis que tu es enfant? Elle a incliné la tête, curieuse. Ah, vous avez trouvé le rapport, celui de 2009. Oui, comportement manipulateur, absence d'empathie, tendance sociopathique. Tes parents adoptifs le savaient. Ils ont essayé de t'aider. Et toi, tu les as tués. Sylvestre a sursauté. Quoi? Odélia? De quoi elle parle? Odélia a ri. Un rire léger, cristallin, complètement déconnecté de la réalité. Oh, Sylvestre, ta mère pense que j'ai provoqué l'accident de mes parents. C'est adorable. Ce n'est pas vrai? Ai-je demandé. Qui sait? Elle a haussé les épaules. Peut-être que j'ai manipulé mon père pour qu'il conduise trop vite, peut-être que j'ai saboté les freins, ou peut-être que c'était vraiment un accident. Le camion qui a perdu le contrôle, la malchance. Est-ce important? Tu es un monstre. Je suis réaliste. Le monde appartient à ceux qui osent prendre ce qu'ils veulent. Les autres ne sont que des obstacles. Elle s'est tournée vers Sylvestre. Où est le notaire maintenant? Delorme? Sylvestre a sorti son téléphone, a tapé rapidement. Son cabinet est rue de Rivoli. Appelle-le. Demande-lui où est grand-mère. Eschkis. Il ne me le dira pas, ai-je dit. Il sait tout. Maître Delorme à l'épreuve. Les documents de mise sous tutelle que vous aviez préparés. Les analyses toxicologiques qui arriveront demain et qui prouveront l'overdose. Odélia a cessé de sourire. Analyse toxicologique? Le docteur Mercier a gardé des échantillons sanguins du 23 août. Il les a fait analyser. Demain, nous saurons exactement quelle dose de benzodiazépine tu as donnée à Madame Beaumont. Et nous irons à la police. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans l'armure d'Odélia. Une lueur de panique dans ses yeux. Non, ce n'est pas possible. Si.
C'est fini, Odélia. Elle a regardé Sylvestre. Fais quelque chose. Mais Sylvestre était figé, blanc comme un linge. Je ne peux pas. Si les analyses prouvent, nous irons en prison. Tu ne vas pas en prison, a crié Odélia. Nous sommes plus intelligents que ça. Elle a attrapé son sac à main, l'a ouvert, a fouillé à l'intérieur. J'ai vu l'agenda en cuir marron, les codes, les secrets. Il faut partir, a-t-elle dit rapidement. Ce soir, on prend l'argent liquide qu'on a, on va en Suisse. De là, on peut disparaître. Disparaître? Sylvestre la regardait comme si elle était devenue folle. Tu parles de fuir, mais ma vie est ici. Mon travail, ma mère. Ta mère vient de nous trahir. Je n'ai trahi personne, ai-je crié. J'ai protégé une innocente. Odélia s'est tournée vers moi, le visage déformé par la rage. Innocente, cette vieille chouette qui vivait dans un palais pendant que d'autres crevèrent dans la rue, elle ne méritait pas tout cet argent. Et toi, tu le mérites? Toi qui n'as jamais aimé personne de ta vie? Toi qui ne vois les gens que comme des outils? Elle a fait un pas vers moi, menaçante. Sylvestre s'est interposé. Odélia, arrête. Non, elle l'a poussée et s'est avancée vers moi. Vous allez nous dire où elle est? Maintenant, jamais. Vous allez parler ou je vous fais parler? Tu ne me fais pas peur, mais j'avais peur, terriblement peur, parce que je voyais dans ses yeux qu'elle était capable de tout. Soudain, la sonnette de l'appartement a retenti. Nous nous sommes tous figés. Odélia a murmuré. Qui est-ce? Je ne sais pas. La sonnette a retenti à nouveau, plus longtemps, plus insistant. J'ai marché vers l'interphone, tremblante. J'ai appuyé sur le bouton. Oui, Madame d'Hautefort, c'est Maître Delorme. J'ai le docteur Mercier avec moi. Nous devons vous parler. Mon cœur a bondi de soulagement. Montez, 5e étage. J'ai appuyé sur le bouton pour déverrouiller la porte d'entrée de l'immeuble. Odélia a regardé Sylvestre, paniqué. Il faut partir. Maintenant. Non, a dit Sylvestre, la voix brisée. C'est fini. Quoi? C'est fini, Odélia. Je ne peux plus. Je ne veux plus. Elle l'a regardé avec un mélange de rage et d'incrédulité. Tu me trahis? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tout ce que tu as fait pour toi, tu veux dire. Les coups à la porte ont retenti. J'ai ouvert. Maître Delorme et le docteur Mercier sont entrés. Derrière eux, 2 policiers en uniforme. Le docteur Mercier tenait une enveloppe. Les résultats sont arrivés en urgence. Benzodiazépine à des niveaux toxiques. Lorazépam, zolpidem, diazépam. Assez pour tuer un adulte en bonne santé, et encore plus dangereux pour une personne de 83 ans. Il s'est tourné vers Odélia. « Madame Mercier, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide et escroquerie. » Odélia n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est contentée de regarder Sylvestre avec un sourire glacial. « Tu vas me manquer, mon amour. La prison va être ennuyeuse sans toi. » Un des policiers l'a menottée. Elle a marché vers la porte, la tête haute, comme si elle sortait d'un dîner mondain. Avant de franchir le seuil, elle s'est retournée vers moi. « Vous pensez avoir gagné, Ilenia, mais vous avez perdu votre fils. Regardez-le. Regardez ce qu'il est devenu. C'est votre échec. » Et elle est partie. Sylvestre s'est effondré sur le canapé, la tête entre les mains. Les policiers lui ont expliqué qu'il devait venir au commissariat pour témoigner, qu'il était impliqué, mais que sa coopération pouvait atténuer sa peine. Je me suis assise près de lui. J'ai posé ma main sur son épaule. « Sylvestre, ne dis rien, maman. Je sais, j'ai tout gâché. Tu peux encore réparer. » Comment? En allant en prison? En disant la vérité, en acceptant les conséquences, en redevenant l'homme que ton père aurait voulu que tu sois. Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient remplis de larmes. Je suis désolé, tellement désolé. Je sais, mon chéri. Les policiers l'ont emmené. Maître Delorme et le docteur Mercier sont restés un moment avec moi. Madame Beaumont va bien, m'a dit le docteur. Elle se repose à la clinique. Elle demande à vous voir. J'irai demain. Maître Delorme a posé une main sur mon épaule. Vous avez fait ce qu'il fallait, Ilenia. Vous avez sauvé une vie. Mais j'ai perdu mon fils. Vous ne l'avez pas perdu. Vous lui avez donné une chance de se racheter. C'est le plus beau cadeau qu'une mère puisse offrir. Quand ils sont partis, je me suis assise dans mon salon vide, regardant les lumières de Paris à travers la fenêtre. J'ai pensé à Sylvestre enfant, à l'homme qu'il était devenu, à l'homme qu'il pourrait redevenir. Et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des jours, j'ai pleuré. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. Comment aurais-je pu? Mon fils était au commissariat, interrogé sur sa participation à une tentative d'homicide. Ma belle-fille était en garde à vue, attendant d'être transférée en détention provisoire. Et moi, j'étais seule dans mon appartement,
hantée par les mots d'Odélia. Vous avez perdu votre fils. C'est votre échec. Avait-elle raison? À 6 heures du matin, alors que le soleil se levait sur Paris, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Allô? Madame Daubefort? C'est le commissaire Beaujean, du commissariat du 16e arrondissement. Votre fils a terminé son audition. Il demande à vous parler. Il va bien? Physiquement, oui, mais je vous conseille de venir. 1 heure plus tard, j'étais assise dans une petite salle du commissariat, attendant. Les murs étaient d'un blanc sale. L'odeur de café froid flottait dans l'air. Puis, la porte s'est ouverte. Sylvestre est entré, escorté par un policier. Il avait les yeux rouges, le costume froissé, les cheveux en désordre. Il ne ressemblait plus du tout à l'homme ambitieux qui traversait Paris en costume 3 pièces. Il ressemblait à un enfant perdu. Le policier nous a laissés seuls. Sylvestre s'est assis en face de moi, les mains jointes sur la table. « Maman, Sylvestre. » Un long silence, puis il a parlé, la voix brisée. J'ai tout raconté. Chaque détail, les médicaments, les doses, les conversations, le plan de mise sous tutelle. Tout. Tu as fait ce qu'il fallait. Je suis complice, maman. Le procureur dit que je risque 5 à 7 ans de prison. Peut-être plus. Mon cœur s'est serré, mais je suis restée calme. Tu paieras pour tes actes. C'est normal. Comment peux-tu être si froide? Je ne suis pas froide. Je suis brisée. Mais je ne vais pas te dire que tout va bien, que ce n'est pas grave. Parce que c'est grave, Sylvestre. Tu as participé à la torture d'une vieille dame sans défense. Il a fermé les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée là. Au début, quand Odélia m'a parlé de l'héritage en 2023, je pensais juste qu'on attendrait, que grand-mère mourrait naturellement et qu'on hériterait. Mais elle était en si bonne santé. Elle aurait pu vivre encore 10, 15 ans. Et mes dettes, elles m'étouffaient. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais pu t'aider. On aurait pu vendre cet appartement, trouver une solution. Parce que j'avais honte. Il a levé la voix, puis s'est calmé. J'avais honte d'avoir échoué. Papa était un homme brillant. Il gérait l'argent avec intelligence. Et moi, j'ai tout perdu en quelques mois. Des placements stupides, de l'arrogance. Je croyais que je pouvais gagner rapidement, récupérer mes pertes. Mais j'ai juste creusé le trou. Alors tu as écouté Odélia. Elle était si convaincante. Elle disait que ce n'était pas vraiment du vol, puisque l'argent lui revenait de droit, que Madame Beaumont ne s'apercevrait de rien, qu'elle dormirait juste plus, qu'elle serait confuse et que les médecins diagnostiqueraient une démence naturelle. Personne ne saurait. Mais tu savais que c'était mal. Il a hoché la tête, les yeux baissés. Oui, je le savais. Chaque fois que je la voyais, chaque fois qu'Odélia lui donnait ses médicaments avec un sourire, je me détestais un peu plus. Mais j'avais trop peur de tout perdre. Mon travail, ma réputation, ma liberté, si mes créanciers portaient plainte. Et le soir du 23 août, quand elle a eu l'overdose, Sylvestre a pris une longue inspiration, comme s'il se préparait à confesser le pire. J'étais là, dans le salon. Odélia est montée voir si grand-mère dormait. Elle est redescendue 10 minutes plus tard et elle a dit « Elle est tombée. Je crois qu'elle ne va pas bien. » « Haute, et tu ne t'es pas précipitée en haut? » Non. Odélia m'a dit d'attendre. Elle a regardé sa montre. Elle a attendu exactement 20 minutes. Puis elle a appelé le SAMU, en pleurant, en jouant la petite fille paniquée. Et toi, tu es resté là, dans le salon, sachant qu'une femme agonisait à l'étage. Oui, sa voix n'était qu'un murmure. C'est le moment où j'aurais dû agir, où j'aurais dû appeler les secours immédiatement, où j'aurais dû dire la vérité. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais lâche. J'ai fermé les yeux. Mon fils, mon petit garçon, un lâche. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Le procureur dit que si je coopère pleinement, si je témoigne contre Odélia, ma peine pourra être réduite, peut-être 3 ans avec sursis partiel. Mais je perdrai mon travail, ma réputation, tout. Tu survivras. Les gens survivent à pire. Il m'a regardé, les yeux pleins d'espoir. Tu seras là? Quand je sortirai, tu seras encore là? Je serai toujours ta mère, Sylvestre. Mais notre relation ne sera plus jamais la même. Tu comprends ça? Oui. Je suis sortie du commissariat vers 11 heures. Le ciel était gris, lourd. Paris sentait l'automne. J'ai pris un taxi jusqu'à la clinique Sainte-Anne. Madame Beaumont était assise dans son lit, en train de lire le journal. Elle portait une chemise de nuit propre, ses cheveux blancs étaient coiffés. Elle avait repris des couleurs. Elle ressemblait à ce qu'elle devait être avant tout cela. Une femme élégante, digne, forte. « Ilénia », a-t-elle dit en me voyant entrer. « Comment allez-vous ?»« Je ne sais pas. » Je me suis assise près d'elle.
Elle a pris ma main, ce geste qui était devenu notre langage. Maître Delorme m'a tout raconté. L'arrestation, les aveux de Sylvestre. Il va aller en prison. Peut-être, mais il a fait le bon choix à la fin. Est-ce suffisant? Elle a serré ma main plus fort. Je ne sais pas. La rédemption n'efface pas les actes, mais elle ouvre un chemin vers le pardon. Pas le mien. Je ne sais pas si je pourrais pardonner ce qu'ils m'ont fait, mais peut-être le vôtre, et surtout, le sien envers lui-même. Nous sommes restées silencieuses un long moment, puis elle a dit « J'ai signé tous les papiers avec Maître Delorme. Mon nouveau testament est enregistré. Odélia n'aura rien. Tout ira à la fondation. Et j'ai aussi rédigé un document pour vous. Pour moi ?» Elle a sorti une enveloppe de sous son oreiller. « Ouvrez-la. » J'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait un chèque. 50 000 €. « Madame Beaumont, je ne peux pas accepter... » « Si, vous pouvez. Et vous devez. Cet argent, c'est pour les frais d'avocat de Sylvestre, pour qu'il ait une vraie défense, pour qu'il ait une chance. Mais après ce qu'il vous a fait, il est votre fils. Et vous m'avez sauvé la vie. Je vous dois bien plus que 50 000 €. Les larmes ont coulé sur mes joues. Cette femme, que mon fils avait torturée pendant des mois, offrait de l'argent pour le sauver. Pourquoi? Ai-je murmuré. Parce que la bonté doit toujours répondre au mal. Sinon, le mal gagne. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, comme vivre dans un brouillard. Sylvestre a été libéré sous contrôle judiciaire en attendant le procès, prévu pour février 2025. Il a perdu son emploi, bien sûr. Ses anciens collègues ne répondaient plus à ses appels. Ses amis s'éloignaient. Il a emménagé dans un petit studio du 19e arrondissement, loin du 16e, loin de sa vie d'avant. Je lui rendais visite une fois par semaine. Nous ne parlions pas beaucoup. Que dire? Mais je venais, parce que c'était mon fils. Odélia, elle, refusait de coopérer. En détention provisoire, elle niait tout. Elle accusait Sylvestre d'avoir tout inventé. Elle jouait la victime, la jeune femme manipulée par un homme violent. Mais les preuves étaient très là. Les analyses toxicologiques, les documents de mise sous tutelle trouvés dans son coffre. Maître Delorme avait obtenu un mandat de perquisition. L'agenda en cuir marron, avec tous les codes, toutes les notes, toutes les preuves de sa manipulation. En novembre 2024, j'ai reçu une lettre de la prison où elle était détenue. Une lettre manuscrite, à l'encre bleue, sur du papier blanc. « Chère Ilénia, vous pensez avoir gagné, vous pensez avoir sauvé la vieille, mais vous ne comprenez pas. Le monde est fait pour les gens comme moi, les forts, les intelligents, ceux qui osent prendre ce qu'ils veulent. Sylvestre était faible. Il m'a trahi, mais je ne le regrette pas. Il m'a servi tant qu'il le fallait. Vous aussi vous êtes faible. Vous vous accrochez à des principes inutiles. L'amour maternel, la morale, la justice. Ces choses ne comptent pas. Un jour je sortirai, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10, et je recommencerai. Parce que c'est ce que je suis, et rien ne changera ça. Odélia, j'ai brûlé cette lettre dans l'évier de ma cuisine. Je l'ai regardée se consumer, les mots disparaissant en cendres. Elle avait tort. Le monde n'appartient pas aux monstres. Il appartient à ceux qui choisissent de résister, même quand c'est douloureux, même quand c'est contre leur propre sang. En décembre, Madame Beaumont est rentrée chez elle. L'hôtel particulier avait été vidé des affaires d'Odélia. Les chambres avaient été repeintes. C'était un nouveau départ. Elle m'a invité à déjeuner un dimanche. Nous avons mangé dans sa belle salle à manger, sous le lustre en cristal que sa grand-mère avait acheté en 1920. « Je vais vendre la maison », m'a-t-elle dit. « Je ne peux plus vivre ici. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Où allez-vous aller? Dans le sud. Peut-être Aix-en-Provence, quelque part où le soleil brille plus souvent, où je pourrais recommencer. Vous avez 83 ans. » Elle a souri. Et alors? Il n'y a pas d'âge pour recommencer. Le procès d'Odélia a eu lieu en février 2025. J'y suis allée, assise au fond de la salle, regardant cette jeune femme blonde en tailleur gris parler avec calme au juge, niant tout, accusant Sylvestre, jouant son dernier rôle. Mais les preuves étaient accablantes. Les analyses toxicologiques, les témoignages, les documents. Le rapport psychologique de 2009 qui montrait qu'elle était déjà manipulatrice à 14 ans. Le verdict est tombé. 15 ans de prison pour tentative d'homicide et escroquerie en bande organisée. Quand on l'a emmenée, elle m'a regardé une dernière fois. Et elle a souri. Ce sourire froid, glacial, qui disait « Je ne regrette rien ». Sylvestre, lui, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis partiel. 18 mois ferme, le reste en liberté conditionnelle. Il a pleuré en entendant la sentence. Puis, il s'est tourné vers moi et a dit «
Je suis désolée, maman. Je sais, ai-je répondu. Il est sorti de prison en août 2025. Amaigri, changé. Il avait 40 ans maintenant, plus tout à fait jeune, plus du tout naïf. Il a trouvé un travail modeste dans une petite entreprise de comptabilité. Il rembourse ses dettes lentement. Il vit dans son studio. Il me rend visite chaque dimanche. Nous prenons le thé ensemble. Nous parlons de choses sans importance. La météo, les livres que je lis, son travail. Parfois, il me demande « Tu penses que je peux me racheter ?» Et je réponds toujours « Pas en un jour, mais peut-être sur toute une vie. » Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Septembre 2025, 1 an exactement après cette nuit à l'hôpital où tout avait basculé. J'étais assise sur un banc du jardin du Luxembourg, regardant les enfants jouer près du bassin. Le soleil automnal traversait les feuilles jaunissantes des marronniers. Paris sentait la rentrée, les livres neufs, les nouveaux départs. Mon téléphone a vibré. Un message de Sylvestre. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je passe ce soir? Viens dîner. 19 h. » Il est arrivé avec des fleurs, des pivoines blanches, mes préférées. Il avait pris du poids, retrouvé des couleurs. Ses yeux n'avaient de plus cette ombre de culpabilité permanente. « Tu vas bien ?» ai-je demandé en préparant le thé. « Mieux. Mon patron m'a proposé une promotion. Responsable comptable. C'est merveilleux, mon chéri. » Il s'est assis, a posé les mains sur la table. Des mains qui avaient signé des documents de mise sous tutelle. Des mains qui avaient trahi, mais aussi des mains qui avaient finalement choisi la vérité. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui, » a-t-il dit, « de la prison. Mon cœur s'est serré. » Odélia? Oui, elle veut que j'aille la voir. Elle dit qu'elle a besoin de me parler. Tu vas y aller? Il a secoué la tête. Non, cette partie de ma vie est terminée. Je ne veux plus entendre sa voix. Je ne veux plus voir son visage. Elle m'a détruit, maman. Mais c'est moi qui l'ai laissé faire. Tu as appris. J'apprends encore, chaque jour. Nous avons dîné tranquillement. Une quiche, une salade, du vin blanc, des choses simples, vraies. Vers 21 h, alors qu'il s'apprêtait à partir, il m'a dit « Madame Beaumont m'a écrit aussi. » Vraiment? Elle est installée à Aix-en-Provence. Elle dit qu'elle a trouvé la paix, qu'elle me pardonne. Comment te sens-tu? Je ne mérite pas son pardon, mais je le prends, et j'essaie de m'en montrer digne. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un colis, une grande enveloppe Kraft, postée d'Aix-en-Provence. À l'intérieur, une photo. Madame Beaumont devant une petite maison provençale aux volets bleus, un jardin fleuri derrière elle. Elle souriait, un vrai sourire, celui d'une femme qui avait survécu, et une lettre manuscrite. « Chère Ilénia, je pense souvent à vous, à cette nuit où vous avez choisi de me croire alors que tous les signes disaient que je mentais. À votre courage, à votre force, vous m'avez sauvé la vie. Mais plus que ça, vous m'avez rappelé qu'il existe encore des gens bons dans ce monde. Des gens qui choisissent la vérité même quand elle fait mal. Votre fils paiera pour ses erreurs. Il en paie déjà le prix. Mais il a une mère qui l'aime assez pour ne pas l'abandonner tout en refusant de cautionner ses actes. C'est rare, c'est précieux. Quant à Odélia, les journaux disent qu'elle se comporte en détention comme si elle était en vacances. Aucun remords, aucun regret. Certaines personnes ne changeront jamais, mais nous ne sommes pas responsables de leur choix. Seulement des nôtres. Je commence une nouvelle vie ici. J'ai 64 ans. Non, 84. Je me trompe encore parfois avec les chiffres, un reste des médicaments sans doute. Mais mon esprit est clair, mon cœur est léger. Je suis libre. Venez me voir quand vous voulez. Ma porte vous est toujours ouverte, avec toute mon affection, Elisabeth. Décembre 2025. Noël approchait. J'ai invité Sylvestre à dîner. Il est venu seul, bien sûr. Plus de femmes élégantes à son bras. Plus de mensonges dorés. Nous avons mangé dans la cuisine, comme autrefois quand il était enfant. Du poulet rôti, des pommes de terre, simple, honnête. Tu te souviens? Ai-je dit. Quand tu avais 7 ans et que tu m'as menti sur une mauvaise note à l'école, tu l'avais découvert. Évidemment, les mères savent toujours. Et tu m'avais dit, la vérité peut faire mal, mais le mensonge fait pire. Il détruit la confiance. Je le pense toujours. Moi? Il m'a regardé, les yeux brillants. Je peux reconstruire la confiance, maman? Oui, un jour à la fois, un geste à la fois, une vérité à la fois. Tard ce soir-là, seul dans mon salon, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. L'hôpital, la révélation, le choix, la trahison, la rédemption. Odélia purgeait sa peine à Fleury-Mérogis. 15 ans qui deviendraient peut-être 12 avec bonne conduite.
mais bonne conduite pour elle signifiait seulement bien jouer le rôle. Sylvestre reconstruisait sa vie, brique par brique. Madame Beaumont avait trouvé la paix dans le Sud. Et moi, j'avais appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas cautionner ses erreurs, que la justice peut être cruelle mais nécessaire, que parfois, sauver quelqu'un signifie le laisser tomber. Les mots que j'avais entendus dans cette chambre d'hôpital avaient glacé mon sang, mais ils avaient aussi sauvé une vie. La vie d'une femme de 84 ans qui méritait de finir ses jours en paix, et peut-être aussi l'âme de mon fils. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Janvier 2025, le début d'une nouvelle année. J'étais assise dans mon salon, une tasse de thé à la main, regardant la neige tomber doucement sur Paris. Dehors, la ville était silencieuse, comme endormie sous un drap blanc. Mon téléphone a sonné. Madame Beaumont. Ilenia, bonne année. Bonne année, Elisabeth. Nous nous appelions par nos prénoms maintenant. L'épreuve nous avait rapprochés d'une manière que ni elle ni moi n'aurions pu imaginer. Je voulais vous remercier, encore, toujours. Vous m'avez déjà remercié 100 fois, et je vous remercierai 100 fois encore. Vous m'avez donné une seconde vie. Vous vous l'êtes donnée vous-même, en choisissant de survivre, de résister. Un silence doux, complice. « Comment va Sylvestre ?» a-t-elle demandé. Il avance, lentement, mais il avance. C'est tout ce qu'on peut demander. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre. Pas pour l'envoyer, juste pour moi, pour fermer un chapitre. Cher Sylvestre, si tu lis ceci un jour, c'est que je ne serai plus là. Je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu as fait était impardonnable, mais tu es pardonnable. Ces deux choses peuvent coexister. Tu as fait le pire, puis tu as fait le mieux que tu pouvais avec les ruines que tu avais créées. Tu as dit la vérité, tu as accepté les conséquences, tu as choisi le difficile chemin de la rédemption. Je suis fier de ce choix. Pas de ce que tu as fait avant, jamais, mais de ce que tu fais maintenant. La vie t'a donné une seconde chance, ne la gâche pas, je t'aimerai toujours, même quand je ne serai plus là pour te le dire. Ta maman, février 2025, 1 an et demi après cette nuit à l'hôpital. J'ai reçu une dernière lettre d'Odélia. Je ne l'ai pas ouverte, je l'ai brûlée directement, sans même regarder l'écriture. Certaines voix ne méritent pas d'être entendues. Mars 2025, le printemps approchait. Sylvestre et moi marchions dans le jardin du Luxembourg, là où tout avait commencé dans mes souvenirs de mère, lui enfant, courant entre les arbres, riant. « Tu te souviens de cet endroit ?» ai-je demandé. « Oui, tu m'amenais ici tous les dimanches. On donnait du pain aux canards. Tu étais un enfant heureux. Je l'étais. Tu peux le redevenir, pas comme avant, mais différemment, mieux. » Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Tu crois vraiment ?»« Oui. » Parce que tu as compris quelque chose qu'Odélia ne comprendra jamais. Quoi? Que la vraie force n'est pas de prendre ce qu'on veut, c'est de reconstruire ce qu'on a détruit. Aujourd'hui, je suis assise dans ce même salon où j'ai accueilli Sylvestre et Odélia il y a plus d'1 an. Mais tout a changé. Mon fils est vivant. Pas le fils que j'avais rêvé qu'il devienne, mais un homme qui essaie, qui trébuche, qui se relève. Madame Beaumont vit sa nouvelle vie dans le Sud, entourée de lavande et de soleil. Odélia reste enfermée, refusant de reconnaître ses crimes, attendant le jour où elle pourra recommencer. Et moi, j'ai appris qu'on peut aimer quelqu'un et choisir la justice quand même, qu'on peut être brisée et forte à la fois, qu'on peut pardonner sans oublier. Ces mots que j'ai entendus dans cette chambre d'hôpital, ils essayèrent de me tuer, ont glacé mon sang. Mais ils ont aussi réveillé quelque chose en moi, le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est contre mon propre sang. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à choisir la vérité plutôt que le confort du mensonge, alors tout cela aura eu un sens. La douleur nous transforme. Elle ne nous détruit pas si nous refusons de la laisser faire. Je m'appelle Ilenia d'Aubefort. J'ai 62 ans maintenant. Et voici l'histoire que je devais raconter. Non pas pour me vanter, non pas pour condamner mon fils éternellement, mais pour dire qu'il est possible de survivre à la trahison de ceux qu'on aime le plus. Et qu'au bout du tunnel, il y a toujours une lumière, même quand on croit qu'il n'y en a plus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.